On a un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh my God, est-ce qu'il y a des médias? J'en ai pas vu encore. C'est bizarre parce que d'habitude, la vermine arrive assez rapidement. Bonjour. Hi. There's a painting in there that's an insult to First Nation. J'ai l'impression que ça va mal finir tout ça. Good luck. De temps en temps, faut poser des gestes gratuits de bonté. C'est ce qui rend la vie supportable. C'est la bande-annonce du plus récent film du réalisateur, scénariste, historien Denis Arcand. Ça prend l'affiche aujourd'hui dans les salles de cinéma à travers le Québec. Et dans Testament, Denis Arcand se sert d'une fresque litigieuse comme prétexte pour poser un regard satirique. Oui, parce que la satire, c'est pour rire aussi. On s'attaque au lieu de pouvoir, à ceux qui le revendiquent aussi. Certains vont dire que c'est plutôt cynique, en tout cas, sur notre société. Mais je l'ai rencontré tout à l'heure. On l'écoute. Denis Arcand, bonsoir. Bienvenue à 24-60. Bonsoir. Un grand jour. Oui, grand jour d'ouverture du film. Vous offrez au public québécois votre dernier opus, oui. Testament, mais vous êtes tout à fait vivant, c'est pas... En tout cas, oui, Alors, je pense expliquez-nous que oui. quand même pourquoi Testament, qu'est-ce que vous vouliez livrer avec ce titre et avec ce film? Je sais pas, parce qu'il s'agit de le héros à mon âge, donc c'est un homme d'un âge certain, puis je me dis, ben c'est comme... Ce film est comme son testament. Je parle pas de moi, mais du personnage. Ça allait pour moi avec ça. Puis je me disais aussi, c'est peut-être mon dernier film. Fait que si c'est mon dernier film, ben le titre sera bienvenu. Mais je suis pas sûr de ça. Là. Pas sûr de ça, de moins en moins sûr de ça, parce que c'est un film quand même qui peut ouvrir plusieurs débats. Mais quand même, votre alter ego, donc Rémi Girard, Jean-Michel Bouchard, dit « J'ai mené une vie sans histoire. Ouais. Je suis vieux. Dans un pays sans envergure. Alors, est-ce que c'est une vision pessimiste du monde dans lequel on vit en ce moment? Non, pas du tout. Sous le mode de la satire, quand même, parce qu'on... Oui, d'abord, c'est une comédie. Il Oui. ne faut jamais oublier ça. La convention, c'est celle-là. C'est ça. Mais d'autre part, c'est vrai que le Canada est le pays le plus paisible de l'histoire du monde. Et donc, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, il a été dans une province paisible. Le Québec était une province extraordinairement paisible si vous comparez au Kosovo ou au Cambodge ou à n'importe où ailleurs. Et donc, il a vécu ça très paisiblement, ce qui est le cas de ma vie aussi, dans une certaine mesure. Et donc, c'est ça, il réfléchit à ça. Il n'est pas plus triste pour tout ça. Il dit, ben voilà, c'était comme ça. J'étais dans une province paisible d'un pays un petit peu insignifiant. Ce qui est ce que je pense du Canada. Ah, bien, c'est le Canada que vous visez, non pas seulement le Québec. Ah non, pas du tout, c'est le Canada. Non, il parle d'un pays. Il appartient encore au Canada. Non, le Canada, oui. Mais un pays en grand changement, en grand bouleversement. Donc, ce film se veut, pas une photo parce que c'est un film, mais un constat de la société dans laquelle on vit, avec toutes ces dérives, tous ces travers, et pour provoquer un certain sourire quand même. Oui, bien sûr. D'abord, les parties qui sont les plus, que j'espère, les plus drôles, ont grossi le trait naturellement. Moi, tout le monde a toujours fait ça. Molière faisait ça, puis bon, tout le monde on grossit le trait pour que ça fasse un petit peu un effet comique. Bon, malheureusement, de nos jours, il y a des gens qui n'endurent plus la comédie. Tout est sérieux, tout est extrêmement grave, et à l'occasion, ça m'arrive de me faire accuser d'avoir ri, d'avoir trouvé quelque chose de comique et tout ça. Et ça on peut pas rire de tout, on peut pas non, il y a de la des choses satire absolument sur d'une tout. gravité épouvantable maintenant. Donc, si vous riez de ça, ben là, vous faites accuser de tous les maux. Avez-vous une idée en tête de qui sont ces accusateurs? Parce qu'ils disent même que vous êtes réactionnaire, oui. La toile, comme on dit, je veux dire, les réseaux sociaux, c'est infini. Donc, on ne veut pas savoir ce que c'est, mais on sait à peu près comment les gens vont réagir. Oui, mais vous avez la réputation d'écrire vos scénarios. C'est bien écrit, ça a toujours été bien écrit, soutenu. Chaque mot, j'imagine, est bien pensé. Et dans le mode de la satire, est-ce que ça devient encore plus difficile ou même plus risqué? Non, ben, je veux dire, je risque pas grand-chose à l'âge que j'ai. Je veux dire, quand on a 40 ans ou 50 ans, il faut faire attention parce que peut-être que ça va hypothéquer notre avenir ou tout ça. Là où je suis rendu, il n'y a plus rien que je crains. Oui, mais est-ce que vous êtes jamais méchant? Dans la satire? En tout cas, je ne le veux pas. Je ne veux pas être méchant. Il n'y a pas de raison d'être méchant. Puis il y a déjà tellement de méchanceté dans le monde que s'il y a quelque chose, je vais essayer d'éviter ça à tout prix. Ce qui m'étonne d'ailleurs toujours, c'est l'énorme méchanceté
justement sur les réseaux sociaux. Là. Je sais qu'il y a une jeune fille qui fait un balado maintenant là, qui s'intitule « Pourquoi tant de haine? » Et c'est vrai que c'est incroyable maintenant la haine qu'on voit partout, la haine aux États-Unis. Le gouvernement est dysfonctionnel. Le gouvernement français, c'est la même chose. Il n'y a plus moyen, il n'y a plus de dialogue possible. Tout le monde est absolument monté les uns contre les autres. Et ça fait partie de ma perplexité devant la situation. Oui, perplexe ou cynique? Vous appelez ça comme vous voudrez, je ne sais pas. Mais c'est surtout perplexe. Parce que, dans le fond, les sociétés sont fracturées en ce moment. On va écouter un extrait de la ministre qui se lève au salon. D'abord, vous avez été chanceux d'aller tourner au vrai Salon Bleu. Oui, on a demandé la permission. Vous voulez nous laisser la permission de filmer? Non, il y a eu un film complet avant qui s'appelait Arlette, qui vient d'être, qui était là avec Marie-Pierre Morin, là, qui a été tourné là l'année d'avant. Ah, très bien. Donc, je ne sais pas si vont laisser, après avoir entendu la ministre... Peut-être que j'ai brulé la location, comme on dit en termes de cinéma. On va écouter la ministre qui répond à une critique, à une controverse, et elle se lève en chambre, on écoute. Voilà. J'ai déjà demandé un rapport spécifique à la CSCQ. L'ORSC a été alerté et la cellule de crise du Frémus se tient prête à intervenir. Le GRAMIC a établi des lignes de communication permanentes avec le CIUS de l'Ouest de l'île, qui a pris toutes les dispositions nécessaires en fonction de ce que décidera le LINEC, d'après les recommandations du CREPAL. Alors, qui vous a inspiré? les politiciens eux-mêmes. Oui. Vous souvenez-vous du début de la pandémie, quand j'ai entendu pour la première fois soit le premier ministre, soit le docteur Arruda dire « Le CIUSC de l'Est de l'île va faire ça ». Qu'est-ce qu'il a dit? Le CIUSC, qu'est-ce qu'ils viennent d'inventer? Parce qu'ils inventent des mots entre eux. Puis eux, ils se comprennent parce qu'ils vivent avec ça, puis avec les fonctionnaires et tout ça. Mais nous, les pauvres gens ordinaires, c'est quoi ça? Puis il y a les CHSLD, puis ça, c'est tous des acronymes. Et donc, des fois, on ne le sait plus exactement de quoi ils parlent. Et moi, ça me fait beaucoup rire, ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça là, dans ça. Et il y a donc cette satire autour de la classe politique. Elle emprunte quand même une claque, quand même, la classe politique. Oui, mais elle n'est pas... Cette ministre, parce que je pensais aussi à Mme Guilbeault, parce que dans la coiffure et tout ça, je voulais qu'elle ait cette attitude-là. Mais en même temps, elle est prise dans une situation dont elle ne peut pas se sortir. C'est parce qu'il y a des manifestants devant la maison des aînés, quelque part à Montréal. Ils sont à la télévision tous les soirs. La ministre dit... Arrêtez, je ne veux plus voir ces gens-là à la télévision. Et on comprend ce que la ministre dit, parce que probablement que le premier ministre, au Conseil des ministres, lui a dit « Bon, règle-moi ça ». Fait qu'elle parle à la directrice de l'établissement en disant « Réglez-moi ça ». Mais elle ne dit pas de commettre le crime que la directrice va commettre. C'est juste qu'elle voudrait que ça se règle. Elle ne peut pas faire autrement. C'est pas une mauvaise personne en soi. Mais elle s'en déleste de la responsabilité de ce que la fonctionnaire fait. Oui, mais ça, c'est normal aussi. C'est le jeu politique. C'est normal. C'est elle qui a la responsabilité de tout ça. Donc, elle délègue et puis elle espère que la personne va régler ça. C'est l'actualité qui vous inspire ou c'est l'historien en vous? Vous êtes historien qui choisit de brosser ce tableau. C'est le cas de dire, on parle d'une fresque dans le film, au cœur de l'action, mais qui choisit de brosser un tableau pour pas qu'on oublie, pour pas qu'on efface l'histoire? Je ne sais pas, parce que c'est ça qui me vient naturellement. C'est ça mes préoccupations dans la vie. J'aime l'actualité comme vous, j'écoute, je vois ce qui se passe autour et tout ça, et je ne suis pas porté à faire des drames intérieurs. Je ne suis pas Ingmar Bergman, là. Je peux pas passer 4 heures dans les yeux d'une comédienne. J'aimerais beaucoup ça si j'avais ce talent-là, mais je ne l'ai pas. Et donc, moi, en général, ce dont je parle, c'est de la société autour de moi, de ce qui se passe, de ce que je comprends, de ce que je comprends pas. Voilà. Ouais, et en même temps, on va écouter un autre extrait. Est-ce qu'on peut dire savoureux quand même dans la performance? Robert Lepage et Yves Jacques. C'est une réaction. C'est l'autre côté de la médaille. On ne peut pas tout vous dire, mais on les écoute. D'accord. Supprimons les Indes galantes, alors, parce que les Incas, ils sont mal représentés. Shylock est juif, on ne peut plus jouer le marchand de Venise. Brûlons les Picasso. Faisons comme à Oxford. Éliminons Schubert et enseignons le tam-tam. Brûlons l'art occidental au grand complet. Vous seriez d'accord avec ça, vous, non? La ministre est quand même... Votre ministre est une analphabète. Elle a le quotient intellectuel d'une betterave. Tous nos ministres sont des incultes. Oui, c'est un prérequis pour avoir le poste au Canada. La seule culture que nos politiciens connaissent, c'est le Cirque du Soleil. Et Céline Dion. C'est tout. C'est absolument tout. Tout.
Tout. Performance d'acteur, mais je vous vois sourire en regardant encore la scène. Ben, Vous avez dû avoir un immense plaisir à l'écrire. Oui, oui, absolument, bien sûr. Puis d'ailleurs, c'est fou, mais en fait, mon inspiration pour ça vient de Molière. C'est les marquis dans le Misanthrope. Il y a des marquis qui courtisent Célimène et ils sont toujours à deux, puis ils disent toujours la même chose. Parce qu'ils sont précieux. Il y a une certaine préciosité. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est du Molière remis à la sauce québécoise actuelle. Alors, on change de société, on en fait un constat. Qu'est-ce qui vous inquiète pour l'avenir? Bien, 1000 choses. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité scientifique, là, mais il y a des gens qui prétendent que d'ici 10 ans ou 15 ans, l'intelligence artificielle va avoir bouffé la moitié des communications entre les humains. Je trouve ça inquiétant un petit peu. Et puis, bon, on ne parle pas du climat, parce que c'est même bien les sûr le créateurs climat. sont menacés. Bien sûr. Et même le pape est inquiet. Alors, le pape qui, lui, devrait toujours être au-dessus de tout ça, parce qu'il va aller au ciel, comme on sait. Lui est inquiet. Alors, si le pape est inquiet, je suis doublement inquiet moi-même. Alors, puis évidemment, il y a une échéance dont on parle beaucoup, c'est 2050. On ne sera probablement pas là, ni vous ni moi. C'est ça. Mais ça, c'est inquiétant. Donc, il y a de quoi être inquiet, me semble. Puis moi j'ai l'impression qu'on vit là, maintenant, tous ensemble, vraiment un changement de paradigme, pour parler de façon savante. Là. Un changement... Un vrai changement de civilisation. On quitte la civilisation occidentale, puis on s'en va vers quelque chose qui va être la civilisation digitale ou je ne sais pas quoi, puis ça va être complètement différent. Donc, vivre ça quand on est au milieu de tout ça, c'est très, très, très angoissant et très inquiétant pour les survivants. Là. Mais vous utilisez quand même toujours, là, vous parlez de vos inquiétudes, mais la satire pour vous attaquer, pour cibler, devrais-je dire, que ce soit les listes d'attente de médecins, la rectitude politique, les woke et tout ça. Puis en début d'entrevue, vous me disiez des gens, est-ce que vous pourriez faire des gens que vous qualifiez de woke une cible dans une satire? Ah, oui, on peut toujours faire des cibles de tout ce qu'on veut. On risque de se faire attaquer, mais ça, c'est pas si grave que ça dans la vie. Je veux dire, on survit à ça. On peut participer au débat, etc. Et je participe dans la mesure où ces choses-là m'intéressent, puis j'ai envie d'en parler, puis j'ai envie d'en rire dans certains cas, puis c'est tout. Puis votre héritage, ce serait quoi? Ce serait vos films? Ah ben oui, forcément. Je sais pas. Mais ça, vous savez, on ne sait jamais l'avenir. Heureusement. Oui, heureusement, peut-être sans doute. Mais ce qu'on fait, on ne sait pas quelle est sa valeur. On ne le sait jamais. En art, c'est seulement le temps qui décide de la valeur des choses. Mais ce qu'on retient, en tout cas, c'est que l'histoire se répète. Il ne faut pas effacer l'histoire, il ne faut pas effacer l'art. C'est le message essentiel du film. Oui, ça, c'est sûr. Ben oui, c'est évident. C'est ça. Ou alors, on espère que les Chinois vont venir la sauver. Parce qu'à la toute fin, c'est les Chinois qui viennent sauver l'œuvre d'art. Donc, il y a un détour là, par le Fonds des Nations Unies pour l'art, financé par des Chinois. C'est des Chinois qui viennent récupérer ça. Et là, vous révélez quelque chose. Vous êtes vous-même le divulgateur. Je ne voulais pas le faire. J'ai vendu mon punch. un des punchs. Est-ce que vous pensez que je devrais aller à la Maison des aînés Parizeau-Duplessis? Écoutez, c'est une maison qui est bien tenue jusqu'à maintenant. Il y a un excellent pianiste qui est là, qui joue des mélodies très belles et tout ça. Donc, vous seriez peut-être heureuse. Mais un petit clin d'œil à Parizeau et à Duplessis. Oui, mais c'est ça, c'est parce que je trouve que, tu sais, c'est comme... Il y a aussi un camion de peintre qui est drapeau doré. Drapeau doré viennent peindre. C'est eux, comme ça. Parce que je trouve que, rendu à la fin, vous savez, quand le temps passe, les ennemis deviennent des notions historiques dont on ne sait plus trop bien qui étaient les opposants, tout ça, puis ça devient toujours aggloméré dans nos souvenirs et tout ça, puis c'est ça que je voulais dire un petit peu. Oui, puis en même temps, il y a un thème inhérent à ce film, c'est la réconciliation. Aussi, c'est ça, exactement. Ils sont ensemble, finalement, dans cette maison des aînés. C'est un rêve de paix d'un historien qui s'appelle Denis Arcand. Oui, c'est ça. Merci d'être venu dans le studio, Denis Arcand. Bienvenue, c'est un plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.